Revue française de psychanalyse. 1959. Colloque sur l'utilisation du matériel onirique en thérapeutique psychanalytique chez l'adulte. Introduction à la discussion. Exposé de M. Benassi. Il est toujours imprudent de relire Freud lorsqu'on s'imagine avoir quelques idées personnelles sur un problème clinique. On s'aperçoit invariablement qu'il en a parlé mieux qu'on ne le saurait faire. J'ai donc relu non pas La science des rêves, mais 2 articles sur la théorie et la pratique de l'interprétation des rêves datant de 1912 et 1923. Je pense qu'un certain nombre de problèmes particuliers peuvent être groupés en quelques problèmes généraux. En voici les principaux. Quelle technique d'interprétation employer ? Faut-il associer sur les éléments dans l'ordre chronologique, classique ? Faut-il choisir un élément frappant ou clair, ou absurde ou parlé ? Faut-il partir des éléments de la veille ou laisser le malade libre ? Freud répond : je ne puis dire laquelle de ces techniques est la meilleure, ni donne en général les meilleurs résultats. Ce qui laisse entendre qu'il faut utiliser des techniques différentes dans des situations analytiques différentes, suivant le but qu'on poursuit. Mais le but qu'on poursuit n'est jamais l'analyse du rêve pour le plaisir intellectuel d'analyser le rêve, ce qui exclut la technique classique. Sauf peut-être pour apprendre au malade à analyser ses rêves lui-même. C'est la meilleure technique, dit Freud, pour l'analyse de ses propres rêves. On pourrait discuter ici de multiples problèmes. Faut-il faire écrire ou laisser écrire les rêves ? À quel moment et comment doit-on analyser les considérations dont le rêveur entoure le récit de son rêve ? Comment faut-il comprendre un rêve ? Freud nous dit : la véritable intention d'un rêve ne peut être dégagée que par d'autres indications, celle de la vie à l'état de veille. En effet, les mécanismes de renversement et de retournement au service de l'ambivalence obscurcissent le sens du rêve, empêchent de reconnaître la direction du désir infantile profond. Seuls les autres éléments de l'analyse et surtout la connaissance du transfert. Mais a-t-on le droit d'analyser des rêves qu'il est impossible de rapporter au transfert ? Permettent de dégager le sens du rêve et souvent après des mois d'analyse. Tel malade qui rêve qu'il est mis au coin, et qu'il parle ainsi qu'il associe avec une petite voix, se défend par ce moyen contre le désir sous-jacent d'être grand. Inversement, le malade dont Freud cite le rêve se voit porter sa maîtresse dans ses bras comme le héros de la Sappho de Daudet. Il évite ainsi de prendre conscience de son désir d'être porté dans les bras de sa nourrice. Le rêve a-t-il droit à une considération spéciale parmi les autres éléments du comportement ? Non, dit Freud. Un rêve est en général simplement une pensée comme les autres. Et aussi, bien des erreurs dans l'interprétation des rêves sont dues à un respect exagéré pour le mystérieux inconscient. Oui, dit Freud. Au cours de l'analyse, les rêves apportent plus de lumière sur le refoulé que n'importe quelle autre méthode. Il explique ce fait par l'action de l'élément positif du transfert qui renforce la compulsion de répétition. Donc, si l'on oriente son action thérapeutique dans le sens de l'analyse du refoulé, le rêve sera d'une grande utilité. Mais si l'on travaille dans le sens de la technique moderne, si l'on respecte le principe, analyser la défense avant la tendance, si l'on analyse avant tout le refoulant, c'est-à-dire le moi, le rêve n'aura ni plus ni moins de valeur que les autres aspects du comportement. Peut-être même le rêve aura-t-il moins de valeur, car il est facile pour le malade de se défendre contre la prise de conscience, d'assister à son rêve sans s'en sentir responsable. Alors que cette défense est bien moins utilisable lorsqu'il s'agit d'association. Cependant, on peut citer certaines analyses de malades, chez lesquelles les fixations prégénitales sont minimes, où l'analyse des rêves, des tendances du refoulé, assez intellectuelles, donne d'excellents résultats pratiques. A l'inverse, on rappellera ces rêves très symbolisés transparents pour l'analyste, où la seule interprétation inoffensive sera l'affirmation d'une très grande crainte d'expression de certaines tendances. Voici un exemple d'interprétation de la symbolisation. Je rêve que je suis la nuit dans une ville inconnue. Je me promène toute seule. Je vois la grande place avec de beaux immeubles en construction autour. Puis, plus loin, un petit château ancien enveloppé dans du papier.
qu'on mettra au milieu de la place quand elle sera finie. Et puis ensuite, je me trouve avec ma mère et ma sœur dans une voiture, on est très bien. Mon beau-frère, âgé, image paternelle, veut entrer. On lui dit non, il insiste. Alors on lui fait une petite place en protestant. Association très pauvre. Cependant, ce petit château évoque une aventure sentimentale avec son mari au temps de leur jeunesse. Interprétation. Évidemment, ces deux rêves ne sont que le même rêve répété 2 fois. Il s'agit de faire une place à l'homme dans votre vie, si calme lorsqu'on est entre femmes. Mais ce qui est important, c'est le besoin que vous avez éprouvé, pour vous encourager peut-être, de raconter d'abord l'histoire avec des choses. C'est seulement après que vous avez pu vous les raconter avec des personnes, parmi lesquelles d'ailleurs votre mari n'apparaît pas. Elle associe ensuite sur sa vie quotidienne, c'est une malade non seulement réaliste, mais terre à terre, et qui s'attache à ne voir les choses que sous leur aspect le plus banal et limité. Et parle longuement de piqûres, et de sa crainte extraordinaire des piqûres qui font tellement mal. Interprétation. Vous avez vu tout à l'heure que vous préférez rêver de choses plutôt que de personnes. Je pense que, quand il s'agit d'aiguilles qui vous pénètrent, vous faites la même chose. Vous préférez avoir peur et avoir mal à propos d'aiguilles, plutôt qu'à propos d'un homme, qui d'ailleurs ne vous procure aucun plaisir. Ici aussi d'ailleurs, vous n'éprouvez qu'ennui à associer. Pour en revenir à la question que nous avons posée, comment faut-il comprendre le rêve? On en arrive à se demander s'il ne faut pas considérer le rêve comme une forme de résistance. Voyons en effet les différentes façons dont le rêve se présente en pratique. On rencontre souvent une abondance de rêves qui font perdre le contact avec la situation actuelle. C'est ce qui se passe quand l'analyste, tout au plaisir d'interpréter des rêves, cesse de comprendre l'évolution de l'analyse. On peut aussi se trouver en présence d'un malade qui ne rêve pas. Mais deux cas se présentent. Il s'agit d'un malade remarquable par l'absence de tout matériel transférentiel. La rareté du rêve n'est qu'un aspect de la résistance générale, souvent dans certaines névroses de caractère. Les rêves qui surviennent de temps en temps n'évoquent aucune association utilisable. Dans d'autres cas, les rêves sont rares, au cours d'une analyse où le transfert est solidement établi et qui évolue normalement. La rareté des rêves m'apparaît plutôt comme un signe favorable. Enfin, lorsqu'un malade rêve fréquemment, alors que le matériel associatif et surtout transférentiel est suffisamment riche, je considère qu'il faut souvent analyser les rêves en tant que fantasmes. Je veux dire qu'il est nécessaire de montrer au malade satisfait d'un rêve de réussite que ce n'est qu'un rêve, c'est-à-dire sans doute une compensation permettant de ne pas obtenir cette réussite dans la réalité, c'est-à-dire que le rêve est une résistance. Comme l'a écrit Nietzsche, un rêve après tout n'est jamais qu'un rêve. Ce que Freud nous dit des rêves symboliques, qu'il faut se méfier de leur interprétation laquelle ne permet pas l'analyse des résistances, alors que celle-ci est l'élément essentiel de la cure, pourrait, sans que ce soit un paradoxe, être étendue à tous les rêves. Il en est d'ailleurs peu qui ne comportent pas de symbole. Et je me demande si nous ne devrions pas toujours interpréter le rêve pour nous-mêmes comme une résistance, et de temps en temps faire part de cette interprétation au malade, lorsqu'on peut lui montrer à quoi s'oppose cette résistance. Nous pouvons maintenant poser le problème de l'utilisation des rêves sur un plan plus général. Dans le rêve, on trouve les mêmes éléments, le même matériel que dans la situation analytique. On peut analyser caractère, tendance instinctuelle, défense, mécanisme de défense, relation objectale, histoire, transfert, aussi bien que dans le comportement que dans le rêve. Mais quelle interprétation préférer, celle du rêve ou celle du comportement lorsqu'on a le choix? Le choix sera différent suivant le moment de l'analyse, c'est-à-dire la situation actuelle. Celle-ci comprend non seulement le présent du malade, mais aussi son histoire, son passé, ses intentions, son futur. Non seulement le malade, mais l'analyste et la relation objectale avec celui-ci. Le contre-transfert de l'analyste fait partie de la relation objectale. Non seulement l'analyste, mais l'entourage du malade et la relation objectale avec lui. C'est d'après la connaissance le plus souvent intuitive de cet ensemble que l'analyste choisira d'analyser tendance, défense, relation objectale, transfert, traits de caractère. Mais lorsqu'on analyse un de ces éléments, par exemple le transfert, faut-il l'analyser dans les rêves ou dans le comportement? Je pense qu'il faut l'analyser dans les deux à la fois.
Voici par exemple un rêve d'intention, ou si l'on veut, d'anticipation. Il discute avec un organisateur du travail qui sollicite sa clientèle. Il veut lui dire des sarcasmes. Il les dit bien, mais ils viennent trop tôt ou trop tard, de sorte qu'ils perdent tout poids. Il rit beaucoup à l'idée de cet asynchronisme. Association. Il a en effet rendez-vous pour le lendemain avec un organisateur. Lui-même est un spécialiste de l'organisation. Aussi, ça ne l'intéresse pas du tout. Il n'a pas l'intention de faire affaire avec lui, mais le recevoir lui semble la meilleure façon de s'en débarrasser. Et il a l'intention de le lui dire. Il a préparé des choses assez sarcastiques à lui dire. Interprétation. Il s'agit d'éviter d'être méchant, de faire du mal, et le meilleur moyen c'est de dire les choses méchantes, mais à contretemps, de sorte que l'autre n'ait pas de peine. Long silence. À quoi pensez-vous ? Je viens de penser que je pourrais vous dire gratuitement « Vous êtes le roi des cons ». Mais je ne vous le dis pas. En fait, ça ne veut rien dire, etc. Interprétation. Je crois que je peux rapprocher votre rêve de ce qui vient de se passer. Ici, avec moi, vous me dites bien que je suis le roi des cons, mais à froid, en citant une pensée, en somme un contretemps pour éviter de me faire de la peine. Analyser ainsi le comportement et le rêve, rattacher le rêve à la situation transférentielle ne me semble pas une façon d'esquiver le problème. Je pense que c'est rendre plus féconde l'analyse des rêves dans la cure analytique. C'est prévenir la résistance d'intellectualisation, tout en ne négligeant pas l'occasion que le rêve offre au malade d'une prise de conscience directe de ses tendances instinctuelles. Exposé de Serge Lebovici. Après que notre président, M. Slumberger, a traité de la signification du rêve dans le déroulement des traitements psychanalytiques et de sa valeur pour le psychanalyste, M. Benassi a été beaucoup plus restrictif et a insisté sur les nombreux exemples où le rêve doit être rangé dans le cadre des manifestations de résistance au traitement. Pour mon compte, il paraîtra très compréhensible que je me borne à donner les résultats de ma pratique quotidienne et à montrer comment j'utilise le matériel onirique qui m'est apporté par mes patients. Bien que je sois sans doute moins sceptique que notre collègue Benassi sur l'importance du matériel onirique, je crois qu'il faut distinguer ici de façon formelle l'interprétation des rêves de l'utilisation qui peut être faite de ce type de matériel. Freud lui-même, dont j'ai comme beaucoup d'entre nous relu quelques interprétations de rêves avant de travailler à l'introduction de ce colloque, nous a laissé des modèles éblouissants et inégalables d'interprétation de rêves. Il en est ainsi de celui qui est exposé tout au long de L'Homme au loup, comme celui de Dora, qui est décortiqué par couches successives jusqu'à ce qu'il soit ramené à son interprétation la plus profonde. Je considère pourtant comme discutable ce travail d'interprétation des rêves dans le cours habituel des traitements. Je pense qu'on peut seulement agir ainsi en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler les rêves centraux, qui sont par exemple le premier rêve d'une cure psychanalytique, qu'il n'est pas donné généralement d'analyser dès le début, ce qui pourrait constituer une imprudence, mais sur lequel on peut avoir à revenir à plusieurs reprises, car il est, en quelque sorte, le résumé et le symbole même de la dynamique de la névrose en cause. Il en est ainsi également des rêves où apparaît sous sa forme même l'image de l'analyste. De ceux qui font allusion de façon manifeste à la scène primitive, de ceux dont le contenu est prégénital, etc. Il n'en reste pas moins que le rêve est un instrument inégalable, la voie royale qui mène à l'inconscient, pour permettre de suivre la marche d'une cure et de faire le point du transfert. Nous en saisissons avec évidence l'importance lorsque nous réfléchissons au traitement que nous pratiquons et que nous avons l'occasion de suivre des cas en contrôle. Il y a là la meilleure manière d'enseigner le contact avec un certain type de matériel infantile, et il ne faut pas manquer de se poser la question de savoir quel est le désir infantile qu'exprime le rêve et pourquoi il se situe à ce moment de l'évolution de la névrose de transfert. On gardera cependant présent à l'esprit que le rêve est un matériel qu'utilisent trop facilement certains patients, et qu'il ne faut par conséquent valoriser qu'avec la plus grande prudence. Il va sans dire qu'on ne peut pas poser à ce sujet de règles générales, que certaines analyses sont axées sur un matériel onirique, dont d'autres patients ne font que rarement mention. Mais il convient maintenant d'entrer dans des détails techniques et de montrer comment j'utilise le matériel onirique. À ce point de vue, je poserai comme hypothèse de base que le rêve qui nous met au contact des produits de l'inconscient comporte dans son contenu manifeste
une certaine élaboration qui est le fait du moi. Le rêve met donc à l'œuvre certains mécanismes défensifs qui font partie de la structure de la personnalité, mais qui ne jouent pas dans les circonstances habituelles de la vie, où ils jouent un rôle pratiquement minime. Le moi s'y laisse davantage pénétrer par les conflits inconscients et infantiles. La conséquence essentielle de cette hypothèse est que le rêve est à prendre comme un tout, et qu'il doit être étudié dans la perspective dynamique de la cure analytique. Il convient de signaler que certains malades rêvent abondamment, alors que d'autres rêvent extrêmement peu. Mais d'une manière générale, les malades se mettent à rêver lorsqu'ils sentent l'intérêt trop exclusif que l'analyste porte à ce type de matériel. C'est dans ces conditions, et au moins dans certaines circonstances, que cet intérêt peut s'associer aux résistances mêmes du malade et les renforcer. Nous ne citerons ici qu'un exemple. L'une de nos malades, jeune phobique, fait constamment des rêves qui font allusion à sa virginité. Elle est dans sa chambre de jeune fille, elle porte une robe de mariée, etc. Dans une séance récente, elle est amenée à parler de la manière dont elle nomme les organes génitaux de son mari. Elle est très réticente et au moment où elle va le dire, elle parle d'un rêve qui fait encore allusion à sa virginité. Elle en fait la statistique et annonce que c'est le 5e. Elle parle pourtant de ce qui fait l'objet de ses réticences, puis est amenée à associer sur les rapports sexuels avec son mari. Elle s'arrête et m'annonce qu'elle a fait encore un rêve où elle apparaît en jeune fille, c'est le 6e. Il m'est alors facile de lui montrer qu'elle a beaucoup plus d'aisance à parler de rêves qui en apparence la gênent, plutôt que de questions beaucoup plus concrètes pour lesquelles sa gêne est infiniment plus grande. Dans ces conditions, on comprendra que je manifeste dans l'immense majorité des cas une grande répugnance à suivre la technique souvent préconisée pour le travail sur le rêve, celle des associations systématiques qu'on demande au malade de fournir sur chacune des images qui le composent. Ici, le malade se sentira devant un matériel privilégié et prendra une position qui, très rapidement, risque d'aller dans le sens de ses résistances. En fait, dans les diverses séquences qui marquent la suite évolutive d'une séance de psychanalyse, le rêve est lui-même une association, et son récit est suivi d'associations d'idées. Dans cette même perspective, il me semble qu'on n'attache pas assez d'importance au contenu manifeste du rêve, qui est lui-même une élaboration du moi. Voici 2 exemples qui me semblent clarifier l'utilisation que l'on peut faire du contenu manifeste du rêve. Petit 1. Un jeune patient, traité pour des inhibitions graves, est en butte à un surmoi maternel particulièrement sévère. Il est amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Danielle. Il rêve qu'il poursuit Danielle et ne l'atteint pas. Mais dans ce même rêve, il caresse une autre jeune fille, homonyme de Danielle. Cette dernière est nue et le rêve alors a lieu devant la mère du patient. L'interprétation suivante est fournie. Même en rêve, vous ne permettez pas d'avoir des rapports sexuels avec Danielle parce que vous avez peur de votre mère. Vous êtes alors forcé de vous contenter d'un ersatz de Danielle qui provient de votre imagination et qui vous permet seulement d'affronter la culpabilité que vous avez vis-à-vis de votre mère. Petit 2. Une jeune patiente qui est traitée depuis environ 2 ans apporte depuis déjà assez longtemps un matériel prégénital riche. Elle est actuellement enceinte. Elle rêve qu'elle va voir Henri, son premier mari, et qu'elle fait une fausse couche. Sa grossesse est le fait d'un amant avec lequel elle vit. Son premier mari l'a dégoûtée parce qu'il l'obligeait à avoir des rapports oraux avec elle, ce qui revenait dans ses fantasmes à châtrer cet homme. Ses rapports avec ce premier mari, comme avec moi-même, avaient pu être analysés sur le plan du transfert maternel. Au moment du rêve, nous sommes en plein transfert négatif. L'énoncé du rêve est suivi d'une série d'associations d'idées spontanées, apparemment distinctes du rêve, et où reviennent les souvenirs du coït oral pénible avec son premier mari. L'interprétation suivante est alors fournie. Vous avez peur que moi aussi je vous demande de me sucer la verge. Alors je n'aurai plus rien dans le ventre et je vous empêcherai de garder l'enfant que vous avez dans le vôtre. La patiente me répond « Je ne comprends rien ». Le lendemain, à la fin d'une séance très terne, elle m'annonce qu'elle a rêvé et que ce rêve va me faire plaisir. Je vous suçais. Ça m'était d'ailleurs totalement indifférent. Je lui réponds alors immédiatement « Vous avez fait ce rêve pour me montrer que non seulement vous n'avez pas compris ce que je disais, mais que ça vous était égal. Par ce rêve, pourtant, vous avez montré que vous m'avez parfaitement compris. » Si le contenu manifeste du rêve nous semble avoir été trop souvent négligé,
Nous ne voulons pourtant pas dire que certaines associations d'idées ne doivent pas être demandées aux patients dans certains cas. Il semble surtout que ce soit le cas lorsqu'un détail particulier paraît accrocher l'attention flottante de l'analyste. Une jeune patiente pour laquelle le diagnostic de cas de caractère psychotique peut être légitimement posé, apporte à la 3e année de sa cure psychanalytique un rêve au cours d'une séance, pendant laquelle elle déclare qu'elle a eu une insomnie épouvantable et qu'elle n'a pas pu s'endormir, car elle se sentait raide et elle avait peur de se détendre. Elle explique qu'elle a appelé sa mère, que celle-ci n'est pas venue, et qu'elle a rêvé en s'endormant que cette dernière était atteinte d'un cancer de la gorge. Elle dit, aussitôt après l'énoncé de ce rêve, qu'elle se sent extrêmement coupable, et que je dois voir à quel point elle en arrive puisqu'elle souhaite la mort de sa mère. Je lui demande alors si elle pense que le sens de son rêve est si simple. Cette seule intervention de ma part provoque une série d'associations qui sont à peu près les suivantes. Si ma mère avait un cancer de la gorge, elle ne pourrait pas se faire embrasser par les hommes. Mon amie, elle a eu un flirt très poussé dans les semaines qui ont précédé ce rêve, avait une trop grosse langue et cela me gênait beaucoup. Je suis très hostile au pain blanc que mange ma mère. J'ai lu que cela donnait le cancer et je la supplie d'acheter du pain complet. On voit ici que sa culpabilité apparaît comme celle qui était énoncée au moment même où la malade a parlé de son rêve et a dit que ce rêve indiquait qu'elle désirait la mort de sa mère. Mais cette culpabilité est maintenant investie et intégrée dans une toute autre perspective, car elle est le résultat d'un véritable travail de son moi, qui la met en présence de ses sentiments oedipiens, de sa rivalité avec sa mère et de l'impossibilité qu'elle a d'atteindre une vie sexuelle, ce qui détermine toute son agressivité contre la mère par la frustration qui lui est imposée. C'est alors que l'interprétation suivante peut paraître autorisée. Vous voyez que quand vous ne dormez pas la nuit, vous ne laissez pas dormir votre mère. Vous ne pouvez pas avoir d'amis et vous ne pouvez même pas vous donner la permission de vous détendre la nuit, de jouir à ce moment. C'est à ce moment-là que vous souhaitez qu'il arrive à votre mère ce qui vous arrive, et que l'impossibilité où vous vous trouvez d'avoir des rapports sexuels vous fait penser que votre mère pourrait avoir un cancer de la gorge, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas jouir. Parce que vous vous sentez coupable, vous avez peur qu'elle mange trop de pain blanc et qu'elle attrape un cancer. À ce moment, la malade me répond « Je me sens comme pénétrée par votre pénis ». En fait, cette réponse de la patiente est elle-même un compromis, comme le rêve dont elle a parlé et sur lequel elle a associé en était un. On peut donc le comprendre de la manière suivante. Que ma mère ne puisse pas faire ce que je ne puis pas faire, qu'elle soit punie comme elle me fait punir, qu'elle ait une bouche toute petite, puisque moi-même je suis trop petite pour avoir une grande bouche. Mais ses souhaits sont extrêmement coupables, et j'ai peur qu'elle ait un cancer, et je veux qu'elle achète du pain blanc pour qu'elle n'en ait pas. Mais à côté de ce désir qu'elle exprime si clairement dans son rêve et dans les associations d'idées qui le suivent, elle adopte avec moi un compromis qui lui permet d'avoir des rapports érotisés mais déculpabilisés, puisqu'ils sont faits de l'analyse. Je la pénètre par mes interprétations comme avec un pénis. Il apparaît ainsi que l'interprétation même déculpabilisée de ses souhaits agressifs contre sa mère lui permet sans doute de se rapprocher de moi, mais sous une forme symbolique en employant le langage psychanalytique. Il convient de lui montrer ce compromis qui est finalement le désir même du rêve dans l'évolution du transfert, et je lui dis que ces mots qu'elle emploie lui permettent de jouir avec moi, mais sous une forme qui est permise puisqu'il s'agit de psychanalyse. J'ai longuement insisté sur cet exemple qui me paraît très évocateur de ce que l'on peut obtenir par des associations d'idées lorsqu'on se trouve dans une situation psychanalytique vraie, c'est-à-dire lorsqu'on ne réclame pas des associations d'idées, mais lorsqu'une intervention courte modifie la structure même du matériel et attire l'attention du moi du patient sur d'autres perspectives que celles qui expriment leur résistance habituelle. Sans doute pourrait-on dire que l'interprétation qui est donnée est finalement la même que celle que la malade avait elle-même fournie dans son rêve. Elle concernait son agressivité de type oedipien contre la mère. Mais nous avons montré comment le travail provoqué par l'intervention verbale amenait le moi à se situer dans d'autres perspectives et à comprendre le sens des compromis imposés par les résistances. C'est cet accrochage qui est le fruit du contre-transfert aussi libre que possible de l'analyste, qui se révèle utile dans bien des circonstances, où le rêve nous met au contact d'un matériel qui a fait jusque-là l'objet d'une résistance énergique. Nous citerons ici à titre d'exemple le rêve d'un malade qui appartient à un groupe de psychanalyse.
Il s'agit d'une névrose obsessionnelle grave chez un jeune homme dont le père aliéné est interné depuis de longues années. Celui-ci vient de rentrer dans un hôpital psychiatrique de la région parisienne, et depuis que notre patient l'a vu, il se sent de nouveau déprimé. Il se plaint de souffrir et d'être incompris de moi. J'ai eu l'occasion au cours des dernières séances de lui montrer à plusieurs reprises comment son agressivité est destinée à m'apitoyer, et il me répond, avant de parler du rêve dont il va être question, que depuis quelques jours il ne mange pas, car il désire apitoyer sa jeune femme. Son rêve est le suivant. Il s'agit d'animaux préhistoriques qui sont au contact de machines bien faites et bien huilées, les hommes. Ceux-ci doivent manger les animaux. Il y a d'autres hommes qui sont laids et malingres, et qui doivent se contenter d'os. En disant os, le malade se reprend et il dit osselet. Puis après avoir donné le texte de son rêve, le patient explique que celui-ci est bien compréhensible, et qu'aux yeux de la psychanalyse, la grosse bête n'est autre que le père. Mon attention est attirée sur une toute autre direction, et en particulier sur la comparaison curieuse entre les os et les osselets. Je lui demande ce que sont les osselets, et il me répond qu'il a joué souvent aux osselets lorsqu'il était petit enfant, et lorsqu'il a été placé dans une pension juive. Puis il se tait longuement, pour me dire ce que je crois vraiment, qu'il a seulement appris depuis quelques semaines que son père était israélite. Lorsqu'il a été interné, sa mère l'a placé dans une pension juive. Il se tait longuement et me dit que je la connais peut-être. Il se tait de nouveau et je lui fournis alors l'interprétation suivante. Quand vous venez me voir, c'est comme lorsque vous voyez votre père autrefois. Vous supposez que moi aussi je suis juif, c'est-à-dire que je vous sépare de votre mère et que je vous empêche de manger les bonnes choses qu'elle pourrait vous préparer. Il ne vous reste plus qu'à être malade, à ne pas manger pour apitoyer votre femme. Cette interprétation provoque une détente considérable, et le malade peut parler de ses sentiments vis-à-vis de cette idée qu'il avait que je suis juif. Le matériel prend une toute autre direction. L'intérêt manifesté au cours de certaines périodes de l'analyse, ou par certains analystes pour le rêve paraît directement lié à une évolution du contre-transfert. De nombreuses remarques pourraient être faites à ce sujet. Il nous suffira d'indiquer que lorsque nous pensons aux cures passées de nos malades, lorsque nous cherchons à reconstituer le matériel qu'ils nous ont fourni, nous avons des souvenirs privilégiés pour leurs rêves. Nous savons d'ailleurs parfaitement que nous éblouissons souvent nos patients lorsque nous nous rappelons leurs rêves au cours d'une cure psychanalytique, plusieurs mois ou plusieurs années après qu'ils nous ont été apportés. Il est certain que le rêve a une situation centrale dans l'ensemble du matériel. Il nous représente un texte isolé, relativement précis, dans un contexte par ailleurs plus flou. Le contre-transfert s'y trouve souvent très épanoui, dans la mesure où il fournit un contact assez direct avec l'inconscient des malades. On sait aussi que l'attitude contre-transférielle du psychanalyste vis-à-vis des rêves de nos patients rappelle certainement l'intérêt que nos parents ont eu pour nos propres rêves quand nous étions enfants, et celui que nous avons également manifesté bien souvent à l'égard des rêves de nos enfants. Ces quelques remarques qui sont purement techniques permettront sans doute à la discussion de s'engager, car je suis conscient qu'elle représente une attitude qui n'est pas celle de tous mes collègues. Dans la mesure où le matériel onirique ne me paraît pas mériter la place trop privilégiée que certains lui accordent volontiers.